Ce programme vous est présenté en partenariat avec l'émission Le Gai Savoir sur France Culture. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, car alors notre âme vibrerait continuellement à l'unisson de la nature. Ce texte magnifique, Julia, elle se trouve dans le livre du rire de Bergson, qui date de 1900, qui pour l'anecdote est l'extrême centre de la vie de Bergson. Et à l'extrême centre de ce texte se trouve ce passage sur l'objet de l'art, un passage dont les bergsoniens se plaisent à croire qu'il résume tout ce qu'il a dit jusqu'ici, et qu'il annonce en un sens, ou qu'il concentre tout ce qu'il dira plus tard, et qui est un passage sur la question de l'immédiat. Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes. Comment est-ce que vous comprenez ce mot d'immédiat, l'emploi de ce terme d'immédiat, qui n'est pas philosophique au sens d'une philosophie médiatrice, intelligente, enfin, comment le comprenez-vous ? Il me semble que dans ce passage, Bergson répond ou reprend le même questionnement qui était le centre de sa recherche dans le premier livre, donc l'essai sur les données immédiates de la conscience, où il s'agissait pour Bergson de chercher ce que c'est l'immédiat, ce que c'est les données immédiates de la conscience. Oui, c'est vrai. C'était dans le titre, c'était sa thèse. Il avait 25 ans, c'était absolument génial. Et le mot d'immédiat figurait déjà dans le titre. Exactement. Mais quel sens donne-t-il à ça ? Mais sauf que dans le premier livre, donc l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'était la philosophie qui s'occupait des données immédiates de la conscience, qui était là, en fait, pour creuser, pour pouvoir trouver ces données et pouvoir essayer de réfléchir sur ces données en essayant de ne pas médiatiser, justement. Donc de rester dans l'immédiat. Mais est-ce que c'est pas contradictoire, ça, de faire de la philosophie pour rechercher l'immédiat? Est-ce qu'on ne se prive pas des moyens de l'immédiat en essayant de le chercher par l'intelligence ou par la philosophie? C'est tout le paradoxe de la philosophie de Bergson, à mon sens. C'est que Bergson se pose un problème qui est en quelque sorte irrésoluble. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment trouver la réponse, et toute sa philosophie est une tentative de reprendre cette question, de pouvoir travailler, de rester dans l'immédiat, tout en sachant que la philosophie, par ses moyens mêmes, ses moyens analytiques, ne peut pas le faire. En d'autres termes, nous sommes séparés du monde par les moyens que la philosophie, par exemple, ou les sciences même, ou nos préjugés, nous donnent de le connaître. Exactement. Donc c'est-à-dire que la philosophie, en fait, elle bute toujours sur le même problème, elle est obligée de reprendre ce problème, et là, Bergson, dans le rire, il pense qu'il revient à l'art comme un modèle idéal pour la philosophie. Comme le Graal de la philosophie. Oui. Pour le dire, prendre une image, par exemple, vos yeux vous permettent de voir, mais vous privent de voir ce qu'il y a dans votre dos. Donc c'est grâce à vos yeux que vous voyez, mais c'est à cause d'eux que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière vous. C'est grâce à la philosophie que nous pouvons connaître un certain nombre de choses, mais c'est à cause des procédures qu'elle met en œuvre que nous sommes privés d'en connaître davantage. Exactement. Donc le but du philosophe, c'est d'essayer de déjouer ces carcans, ces limitations que la philosophie même, notre vie en quotidien, notre vie qui nous impose. Ce qui veut dire que le Graal, donc encore une fois, le but, la fin de la philosophie, c'est encore une fois, paradoxalement, l'art. Oui. C'est quand même très étrange. C'est étrange et c'est une question aussi pour Bergson lui-même. Je pense que lui, il ne serait pas d'accord quand même de relier un peu la philosophie comme ça à l'art. À l'art. Parce que finalement, pour lui, la philosophie intuitive, donc l'intuition, est quelque chose qui est très important dans la philosophie. Essentiel. Essentiel. Essentiel, c'est presque le... C'est vers cela que ça tend. C'est étrange, cette philosophie qui tend vers son propre anéantissement, au fond, ou un aboutissement poétique ou artistique. Tenez, regardez, c'est nous. Ah oui. C'est nous il y a 3 minutes.
C'est intéressant parce que l'émission en fait qu'on tourne est bergsonienne en son essence, puisque le principe de Bergson, l'idée peut-être maîtresse de Bergson, avant même l'art comme fin de la philosophie, c'est l'idée que le réel est fait d'une étoffe que la science ne peut pas saisir dans la mesure où nous sommes faits de mouvements et que le mouvement n'est pas décomposable. C'est la raison pour laquelle l'émission est mobile. C'est irréversible, donc on ne peut pas du tout faire ce qu'on est en train de faire. C'est impossible de se voir soi-même, il n'y a pas deux temps parallèles, mais dans le même temps, si j'ose dire, nous sommes pris d'un seul tenant dans un flux indécomposable, indivisible. C'est la grande intuition bergsonienne qu'il a appelée la durée. Julia. Oui, mais c'est-à-dire qu'on est pris dans ce mouvement. Donc on a fait ce parcours à l'extérieur, dans la rue, Oui. puis on est rentré, remonté ici, et c'est le seul mouvement qui continue. Donc en quelque sorte, nous qui nous regardons maintenant Oui. marcher comme ça, ça continue comme une partie de notre expérience. Comme une partie de notre expérience. Toute expérience est d'emblée mobile. Oui. Nous ne pouvons pas figer les choses. Le réel n'est pas d'une étoffe susceptible d'être figée. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Or, c'est pourtant l'ambition de la science, ça. Oui, ce que ça montre, et la technique ici, en l'occurrence, c'est que nous pouvons en fait enregistrer. En fait, après, on peut remonter en arrière, on peut revoir nous-mêmes. On peut revisiter notre propre passé par la science. Oui, tout à fait. Ce que la vie ne permet pas. Et ça, exactement, c'est assez frappant. C'est parce que ça rejoint aussi ce procédé technique que nous venons de faire. Ça rejoint la distinction que fait Bergson dans Matière et Mémoire entre deux types de durées. Une durée où nous agissons, donc, et l'autre durée où nous agissons, où nous vivons, et l'autre durée où nous nous regardons agir. Et c'est ça exactement ce qui se passe maintenant avec nous, c'est-à-dire qu'on a fait partie de cette durée-là, qui était la durée d'action, donc de notre expérience, et après, donc on revient et on nous regarde de l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est une expérience que le téléspectateur lui-même de l'émission peut faire. Quand on fait l'émission, vous allez vous en apercevoir, elle passe à la vitesse de la lumière. On ne la voit pas passer, on ne la sent pas passer. Ou si on la sent passer, mais on ne la voit pas passer. C'est un moment unique, c'est un moment indécomposable et fulgurant. Ça va à toute vitesse. En revanche, quand on regarde l'émission, c'est-à-dire quand on est dans la position du spectateur et qu'on regarde l'émission, il arrive qu'on trouve ça ennuyeux, qu'on trouve ça un peu lent, qu'on trouve ça difficile, ou bien... En tout cas, ça passe... selon un temps qui, pour le coup, est le temps des horloges, le temps de tout le monde. Le temps des horloges n'est certainement pas celui que nous vivons nous-mêmes. La célérité, la fulgurance du temps indécomposable que nous éprouvons n'est pas celui que nous décrivons quand nous le regardons, quand nous sommes spectateurs. Il y a chez Bergson l'idée qu'on ne peut pas être à la fois, en un sens, acteur et spectateur. Oui. C'est-à-dire qu'on doit, ou bien nous agissons, et à ce moment-là, on ne pense pas, ou bien nous réfléchissons à ce que nous venons de faire, ou ce qu'on est en train de faire. À ce moment-là, on prend du recul, on revient vers ce qu'on fait. Je vais nous arrêter, parce que sinon, on va se rencontrer nous-mêmes. Hein. Voilà. Hop. Et donc, pardon, je vous ai interrompu. Donc, quand on prend du recul par rapport à nous-mêmes, ou même quand on nous regarde comme ça à la télé, c'est que nous immobilisons, en fait, ces moments. Oui. Donc, ces moments, ils n'ont plus de durée. Un peu de café. Merci. Donc c'est quelque chose qui continue plus. Voilà. C'est rompu. C'est rompu. C'est la différence entre la science et l'expérience que nous faisons de la vie. Et on peut peut-être ici mieux comprendre dans quelle mesure l'intelligence nous sépare du monde par les moyens qu'elle nous donne de le connaître. La science fige, décompose, découpe le réel. Or l'étoffe du réel le réel est ainsi fait qu'on le perd quand on le découpe. Oui, tout à fait. C'est ce qui passe. C'est pour ça que personne critique la science. Et aussi la philosophie d'ailleurs. La philosophie qui procède par concept figé, par concept donné, et la philosophie ne les repense pas, c'est souvent le cas. Et Bergson essaye de trouver des concepts souples. Un concept souple, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Est-ce que cette contradiction n'est pas soluble dans ce que Bergson dit de l'intuition, Julia ? L'intuition nous aide au moment même. En fait, l'intuition, c'est quelque chose qui nous pousse, qui nous lance dans la philosophie. C'est un acte premier qui nous pousse à faire la philosophie, en quelque sorte. Mais après, on la perdons. Et c'est là qu'on passe au concept. Donc, on travaille avec des concepts. Mais qui sont comme les feuilles mortes de l'intuition. Exactement, mais on peut remonter. Donc, il y a toujours ce moment où on peut se replacer de nouveau à l'intuition, de prendre
son élan et refaire. Donc la philosophie, en quelque sorte, c'est toujours le début, c'est toujours un début. C'est un qui éternel se commencement, recommence. Oui. en permanence. Oui. Alors, il y a l'un des paradoxes, c'est que la science se parcourt dans les deux sens, la science est réversible, le temps ne l'est pas. Oui. Et il y a une discipline qui donne le sentiment de figer les choses, parfois, et qui pourtant témoigne de cette temporalité irréversible, c'est l'art. C'est là. Et au sein de l'art, allez, privilège peut-être est fait à la peinture. On a ici un portrait d'Issaku Yanayara de Giacometti, donc par Giacometti, c'est un portrait qui date de 1956. C'est vous qui avez tenu à ce qu'on regarde ce portrait pour expliquer la philosophie de Bergson. Oui. Pourquoi ? Tout à fait. Il me semble que chez Giacometti, il est quand même connu comme sculpteur, donc il a beaucoup travaillé avec la matière. Mais ici, il transpose sa recherche dans le champ de statuaire sur une toile. Et en fait, ce qui ça donne, c'est que cette image que nous voyons, c'est en quelque sorte une image d'une forme qui naît. Donc d'une forme qui paraît de matériel, tout à fait matériel, parce que sa technique en tant que peintre, ici, c'est tout à fait... ça vient de sculpture. Et il y a quelque chose qui, par exemple, ces traits superposés, cette forme qui est chargée de traits, c'est quelque chose qu'il essaie de développer dans le temps, c'est que la sculpture ne permet pas. Vous voulez dire que... Mais par exemple, la sculpture... Alors, oui... donc c'est une forme émergente en fait, c'est une forme qui mime son émergence. Mais il y a des sculptures de Rodin, on n'en a pas là. On aurait pu faire des plâtres de Rodin. Il y a des sculptures de Rodin dont il paraît que les membres sont un peu distendus. Un être qui prie a peut-être une vertèbre de plus et la distension des membres donne le sentiment d'une élévation en train de se faire. Est-ce qu'on est là dans un mouvement bergsonien, c'est-à-dire une manière paradoxale non pas de figer un mouvement, mais au contraire, avec des outils fixes, de restituer une mobilité? Oui, on peut dire que c'est une des techniques, en quelque sorte, à laquelle recourt la sculpture aussi, de pouvoir déformer, en fait, ces formes que nous avons l'habitude de voir, pour que nous puissions aussi changer notre façon de voir les choses. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, la fonction de l'art, c'est en fait de nous offrir aussi une perspective qui met en cause notre vision de tous les jours. Rétablir une façon virginale de voir les choses, d'entendre et de penser. C'est pas seulement de voir, c'est de voir, d'entendre et de penser. C'est retourner à une candeur perdue par l'accumulation du savoir. Mais Bergson est un philosophe de la candeur, en un sens, une blancheur, mais la candeur n'est pas la naïveté, c'est une candeur qui doit en passer par le filtre de la connaissance. Il y a des tas de choses qu'on doit apprendre pour en revenir à l'émerveillement face au monde, ou bien combien de techniques Giacometti a-t-il dû incorporer pour être capable de les oublier au point de restituer un mouvement tout en figeant quelque chose? Oui. C'est vraiment c'est très intéressant ce tableau aussi, parce qu'en fait on voit en quelque sorte cette émergence d'une forme, de cette forme de la figure humaine, comme un objet en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire on ne voit pas à quel moment apparaît cette qualité qui fait que c'est un être humain, c'est un portrait. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, parce que c'est une forme fragile. Donc c'est une forme qui se tient pas. Donc, et lui aussi, il voulait en même temps, par ses techniques aussi de peintre, en venir à faire une sorte de parcours comme ça de peintre qui tient cette forme en un seul mouvement, donc en continuité. Donc c'est à la fois cette fragilité de la forme qui frappe ici et la façon continue de sa constitution, quelque sorte, par le peintre. Tout à l'heure, je vous ai proposé un café. C'était pas innocent. Le café que je vous proposais, vous auriez pu me dire non. Vous m'avez dit oui, tant mieux. Vous m'avez dit oui dans la mesure où le café correspondait, il fait froid, vous étiez contente de boire un café chaud, bon, très bien. Bergson constate que dans la vie quotidienne, qui n'est pas la vie de chaque instant, c'est-à-dire dans le temps des horloges qui n'est pas le temps vécu, vivre consiste à choisir, à sélectionner dans le monde les choses dont on a besoin. Donc le café était intéressant dans la mesure où c'est agréable de boire un café chaud quand on a eu froid. Il eût été inintéressant si vous aviez déjà bu un café et vous n'en aviez pas eu envie. Et de sorte que le cerveau fonctionne comme une gare de triage, vous choisissez les choses, vous les prélevez dans le monde. Il s'agit pour Bergson de surmonter, au fond, ce rapport au monde qui est uniquement dicté par le besoin qu'on en a. C'est-à-dire de s'intéresser, si j'ose dire, au café même quand on n'en a pas envie. Par exemple, est-ce qu'on peut le dire comme ça?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut peut-être les processus ou les rituels de dégustation du café, Ouais. ça fait partie de ces moments uniques, en quelque sorte, où nous jugeons vraiment de cette expérience de boire du café. Et pas du tout juste de consommer, disons que si on a froid ou pour des raisons, telle ou telle raison. C'est-à-dire qu'on peut peut-être apprécier ce café en ce moment même, quand on... C'est la différence entre le besoin et le désir qu'on peut avoir de quelque chose? Oui, c'est aussi ça. Je pense que c'est pas seulement, c'est les désirs aussi qui nous mènent en quelque chose à découvrir les choses. Donc, c'est-à-dire qu'on est ouvert à cette expérience. Mais est-ce qu'il s'agit pour Bergson de s'intéresser au monde séparément du besoin qu'on en a? Est-ce que cette façon virginale de voir, d'entendre et de penser est une façon... Regardez, par exemple, ça c'est quand même extraordinaire, ce sont les pommes de Cézanne. Elles datent de 1878, on les a légèrement agrandies, puisque la version originale est ici. Ouais. Donc, elles sont légèrement agrandies. C'est magnifique. On a poussé le scrupule jusqu'à peindre les chevilles qui sont plantées dans le mur dans les mêmes tons que le tableau. C'est absolument magnifique. Mais c'est magnifique surtout parce que, un, on ne va pas les manger. Et deux, elles donnent le sentiment de trembler, Julia. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça en termes bergsoniens? Oui, pour rejoindre ce que vous venez de dire, est-ce que vous connaissez cette phrase de Rilke qu'il met dans ses lettres à sa femme, après avoir vu cette première rétrospective de Cézanne à Paris? Donc c'est la première chose qui le frappe, et il le dit lui-même, c'est que c'est incroyable comment ces pommes, ce sont des pommes qu'on ne peut pas manger. Donc c'est les pommes qui ont complètement démunies, qui ont aucune fonction pour nous. Elles sont désustensilisées, enfin elles sont inutiles. Oui. Voilà, on en revient à l'inutile. En général, les gens nous demandent à quoi sert la philosophie. Elle fait mieux que ça. Elle nous sort du régime de l'utile, justement, en particulier la philosophie de Bergson. Donc, elles sont inutiles. On ne va pas les manger, les pommes. Exactement. Donc, ça paraît un peu bête, parce qu'évidemment, c'est un tableau, on ne peut pas manger, c'est pas matériel, c'est pas présent. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez très juste dans cette phrase, parce que ça... Ils ont plus, donc les pommes, c'est plus des pommes, en quelque sorte. Non, ce ne sont pas des pommes. Qu'est-ce qui reste des pommes à partir du moment où ils ne sont pas prêts à être consommés, à être mangés? Alors, qu'est-ce qui reste de l'objet une fois qu'on l'a dépouillé de son utilité? Que par la peinture, que par la grâce de l'art, qui est donc le destin de la philosophie, de la même manière que la philosophie nous sépare, que la philosophie regrette de nous séparer du monde par le moyen du concept et qui donc tend vers l'art, que le langage recouvre le monde de généralité et s'abolit en poésie. La peinture, ici, dépouille l'objet de son utilité pour nous le restituer et pour nous l'offrir. Mais elle nous l'offre en nous en privant, d'une certaine manière. Oui, mais la vie n'est pas faite que de l'utile. Ce n'est pas que des besoins biologiques qui nous déterminent. Et c'est ça, les deux dimensions de l'homme, de l'humain chez Bergson, c'est ça. Donc c'est une dimension qu'on ne peut pas abandonner entièrement, parce que c'est impossible, parce qu'on est obligé de survivre. Et une autre dimension qui relève de l'art, qui relève de notre être sensible, de notre réceptivité, de notre ouverture au monde. Pardon, regardez, enfin vous connaissez ça par cœur, mais je regarde et je crois voir. J'écoute et je crois entendre. Je m'étudie et je crois lire dans le fond de mon cœur. Mais ce que je vois et ce que j'entends du monde extérieur, c'est simplement ce que mes sens en extraient pour éclairer ma conduite. Ce que je connais de moi-même, c'est ce qui affleure à la surface, ce qui prend part à l'action. Ça, c'est le lot de vous et moi pris dans une quotidienneté où il nous faut choisir, sélectionner, trier. Oui, on a besoin d'avoir des repères. On a besoin d'avoir des repères. Donc on ne peut même pas avoir cette conversation que nous avons tous les deux au-delà de cette fonction que vous avez comme présentateur et moi comme invité de l'émission. Exactement. Donc on est malgré tout pris dans un réseau d'utilité. Et en même temps, ce que Bergson pense ou ce qu'il essaie d'atteindre, c'est le moment où nous surmontons cette simplification pratique du monde au profit d'une expérience véritable. Oui, et c'est là que ça devient difficile en quelque sorte, parce que ce que nous offre, ce que nous propose l'art ici, c'est qu'on peut rentrer en contact avec les choses, mais nous devons épouser cette attitude que l'art nous propose. C'est-à-dire sans l'épouser, sans être d'accord à changer de perspective, on n'est pas réceptif à l'art. C'est de cette manière que la beauté ne dépend pas du modèle. Enfin, il y a des gens qui trouvent une petite danseuse de Degas
Alors, c'est Guitry qui raconte ça, je crois. Il rencontre des imbéciles, et les imbéciles trouvent la petite danseuse de Degas adorable. Ah bon, dit Guitry, mais... Et oui, elle est jolie. Or, c'est un malentendu total. La beauté d'un tableau ne dépend pas de la grâce de son modèle. Ouais. La beauté d'un tableau est ailleurs. Faire dépendre ou suspendre la beauté d'un tableau à la grâce du modèle que le tableau manifeste, c'est encore inscrire l'art dans le régime de l'utile. Ce que l'art nous apprend, selon Bergson, c'est non seulement à dépouiller les choses de leur utilité, mais également à les regarder, à regarder au-delà d'elles-mêmes, en un sens, ou regarder ce qu'elles sont séparément du beau du laid. Oui, c'est aussi voir les choses dans ce qu'ils ont de particulier, de singulier, de les individualiser en quelque sorte aussi. C'est le mot-clé, ça, hein, le singulier. Oui. C'est tellement important chez Bergson, cette idée de singularité. Ce qui est aussi frappant pour Cézanne, parce que Cézanne a peint, je ne sais pas combien, des dizaines de tableaux de pommes. Oui. Et à chaque fois, c'était des pommes différentes. C'était tout aussi immangeable, mais toujours des pommes qui avaient quelque chose qu'ils cherchaient à représenter. Et pourquoi, Ouais. à quoi Cézanne, en termes bergsoniens, fait-il droit quand il peint des contours tremblés? Ou quand il trahit, par exemple, les lois de la perspective, hein. À quelle partie de nous-mêmes fait-il droit? Pourquoi le fait-il? Parce que les gens pourraient se dire, c'est inexact. La représentation est spécieuse et faussée. Pourquoi est-ce qu'un peintre, s'il est si doué que ça, ne parvient pas à représenter des pommes telles qu'on les voit? Après tout, cet homme-là n'arrive pas au talon d'un photographe, vous voyez? Oui, parce que ce qui fait la particularité de l'art, que l'art ne cherche pas à représenter les choses dans ce que nous croyons y voir, dans ce qu'ils ont de repérable, d'identifiable pour nous. Mais alors qu'est-ce qu'il montre quand il fait trembler les pommes comme ça? Ici, c'est justement, je pense qu'on peut se souvenir de la théorie de l'idée de perception pure chez Bergson. C'est la façon... Celle qu'il en parle dans Matière et Mémoire, Oui, par dans exemple. Matière et Mémoire. Qui est un livre qui, juste avant le livre du rire, hein, c'est 1896, Ouais. c'est le 19e siècle encore. Oui. Donc dans ce livre, c'est une théorie qui est tout à fait impressionnante parce qu'on ne comprend pas tout à fait toujours de quoi il s'agit, mais il s'agit de surprendre la matière ou de les voir au-delà de notre perception quotidienne. Qu'est-ce que ça veut dire la vie de la matière? Quel est le rythme de la matière? Comment il vit? Donc ici, peut-être, on pourrait dire que les contours des pommes qui se défendent, ils rejoignent l'entourage dans lequel elles sont inscrites. Donc le matériel de la vie, de la matière qui nous est... La matière, en fait, c'est comme si on regardait les choses sans être celui qui les regarde. Oui, Sans que les choses soient opacifiées par le fait d'être regardées par nous. c'est-à-dire on retire... Mais regardez, il est là, lui. Oui. On retire notre personnalité, en quelque sorte, de cet acte de... Nos préjugés. Nos passés, enfin nos souvenirs, tout ce qui nous détermine. Pour en revenir Personnellement, à une perception pure. C'est quand même bizarre parce que cet homme merveilleux, qui a donc vécu 41 ans dans chaque siècle, cet immense philosophe, était un bon bourgeois, tout à fait conforme. Je veux dire, lire Bergson, c'est faire une expérience vertigineuse. Et pourtant, l'individu qui a écrit tous ces textes était un homme qui avait une vie tout à fait convenable, qui sentait bon la Troisième République, qui ne prenait pas grand risque, hein, en définitive. Oui. Comment vous comprenez, c'est ma dernière question, ce décalage entre la puissance anarchique fabuleuse de ce qu'il écrit, l'élan de ce qu'il écrit, oui, et l'existence sereine et confortable mais ça peut de s'inscrire l'auteur. tout à fait, je pense, de ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'il y a d'une part cette vie utile, cette vie convenable, ou juste la modestie peut-être. La modestie d'une personne simple, en quelque sorte, ou bien une personne qui peut être aussi un peu conforme à à son époque. Oui, à son époque. Et d'autre part, tout ce qu'on peut faire par la pensée. Donc tout ce qu'on peut produire par la pensée, qui est beaucoup plus, qui est incomparable à notre vie d'homme, qui est assez humble. C'est fou ce que cet homme va plus loin que lui-même. Hein. Oui, mais je pense que c'est en quelque sorte aussi le sens de la philosophie. Ce qui fait de la philosophie, c'est d'aller toujours dépasser soi-même. Oui. Et d'aller... On va lui laisser le mot de la fin. Oui. Venez avec moi. Quel est l'objet de l'art? Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile.
ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec l'émission Le Gai Savoir sur France Culture.